Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette table ronde consacrée à la relocalisation de l'économie. Alors, on est ravis de vous accueillir en cette deuxième journée des Journées de l'économie autrement qui se poursuivent jusqu'à ce soir. Et je dis bien jusqu'à ce soir, ça veut dire que vous pouvez encore vous inscrire aux nombreuses conférences qui ont lieu. Alors, il y a plusieurs vagues. Il y a une vague, pour ne pas dire de bêtises, je crois, à 11h30, une deuxième vague à 14h30 et puis la cérémonie de clôture à 16h30. Il y a encore beaucoup de sujets passionnants. Franchement, le programme est encore très dense aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Vous dire aussi que moi, je suis Vincent Grimaud, journaliste à Alternative économique, et que nous sommes très heureux d'organiser pour cette 5e édition les Journées de l'économie autrement. Alors, c'est des Journées de l'économie vraiment autrement cette année puisque nous sommes en ligne, mais on est très content de pouvoir les tenir. On est d'autant plus content de pouvoir les tenir que nous avons perdu cet été Philippe Frémaux, qui était le grand architecte de ces Journées de l'économie autrement, et que ça lui tenait à cœur qu'on puisse les faire. Donc, nous sommes là, nous sommes ravis d'y être. Et puis, puisqu'on parle d'Alter Eco, de Philippe et de tout ça, je me permets une petite page de pub pour Alter Eco, puisque jusqu'à demain soir, nous avons une offre spéciale, puisque ce sont nos 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on existe. Et à l'occasion de nos 40 ans, nous faisons une offre particulière pour que, si vous hésitiez encore à rejoindre Alternative économique, ce soit le bon moment pour franchir le pas. L'abonnement est à 40 € pour recevoir 11 numéros papier et avoir accès à tous nos articles en ligne. Autant vous dire que c'est 2 fois moins cher que d'habitude. Donc, et on ne fait jamais d'offre à Alter Eco, ce n'est pas du tout la politique maison. Donc, la prochaine offre, ce sera pour nos 50 ans probablement, et bien sûr, ce sera 50 €. Donc, profitez-en pour les 40 ans. Voilà, cette page de pub étant fermée, j'ai le plaisir d'accueillir nos intervenants. Alors, nous devons avoir 4 intervenants. Helmut qui vient d'arriver, bonjour à vous. Bonjour. Et je vous laisserai juste couper votre micro quand vous ne parlez pas, voilà, et vous allez avoir la parole juste après. Hugues Sibyl qui est avec nous, Mathilde Dupré, donc je les présenterai au fur et à mesure. Et puis monsieur Arnaud Montebourg qui est là aussi, mais qui n'arrive pas à se connecter pour le moment parce que malheureusement il dispose que d'un téléphone. Pour l'instant, normalement, il nous entend, mais il n'arrive pas à monter sur scène, donc on espère que tout ça pourra se régler en cours de conférence. Alors, la conférence du jour donc porte sur la façon de relocaliser l'économie, puisque la crise sanitaire nous a rappelé le caractère très international de certaines chaînes de production, comme celle du médicament par exemple, ce qui a conduit le gouvernement, dans le cadre du plan de relance, à promettre 15 milliards d'euros pour l'innovation et la relocalisation industrielle, dont 1 milliard d'euros d'aide directe pour des projets très précis de relocalisation. Alors, est-ce que c'est une mesure vraiment pertinente ? Est-ce que c'est seulement un effet d'annonce? Est-ce qu'on fait les choses dans le bon ordre? Voilà un peu les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. Et pour commencer à répondre à ces questions, donc nous avons le plaisir d'accueillir Helmut Mood. Donc vous êtes professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine. Vous suivez la mondialisation de la production depuis de très nombreuses années. Vous avez notamment écrit Mondialisation et délocalisation des entreprises en 2017 aux éditions La Découverte. Alors, est-ce qu'on peut faire d'abord un tableau d'ensemble des mouvements de délocalisation et de relocalisation? Je vous laisse activer le micro maintenant. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Et aussi, je m'associe aux hommages que vous avez adressés à notre ami Frémaux. Et effectivement, j'avais été très attristé par sa disparition et je tiens à le saluer. La relocalisation, c'est d'abord pas une idée, c'est un fait. Et ça, c'est vraiment important parce que j'ai entendu ça et là, que c'est une vraie fausse idée, une bonne fausse idée, des choses comme ça. Non, c'est un fait. C'est un fait qui est dû à un phénomène et que d'un point de vue économique, on peut expliquer très bien, qui est que jamais les avantages comparatifs d'un pays ne disparaissent définitivement, contrairement à ce qu'on a pu connaître dans la théorie traditionnelle du commerce international. Le progrès technique, l'innovation autorise les économies à récupérer des avantages comparatifs perdus du fait de la concurrence, par exemple, des pays à bas salaire ou du fait de la concurrence de pays dont les coûts salariaux par unité produite sont meilleurs. Donc, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est un phénomène d'accélération de ces relocalisations, mais de manière extrêmement hétérogène. Et parce que les logiques sectorielles sont fondamentales. Et je pense que si on ne fait pas cette
constat, ce diagnostic sur les logiques sectorielles des relocalisations, on est amené ensuite à faire, à mon avis, des erreurs en matière de politique publique, d'accompagnement ou de financement de ces relocalisations qui peuvent avoir des effets pervers. Donc, mon point ici, puisque vous m'avez donné que 5 minutes, c'est d'abord dresser un état des lieux extrêmement rapide, mais le plus précis possible des relocalisations en fonction des logiques sectorielles et territoriales. Ensuite, mon deuxième point sera de regarder ce qui se passe dans un second secteur qu'on n'a pas, qui constitue un peu l'angle mort des politiques publiques, qui est le secteur des services, des emplois de services. Et puis, troisième aspect, je voudrais en revenir justement à la question des politiques publiques et je voudrais m'inscrire dans une prudence, sinon une critique forte des dispositifs d'aide directe aux entreprises. Je parle bien d'aide directe aux entreprises pour relocaliser. Alors, le premier point, c'est est-ce que c'est un phénomène majeur? Alors, c'est un phénomène récent dans la mesure où les délocalisations en France ont été plus tardives que dans d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne. L'Allemagne a délocalisé dès le début des années 60, assez massivement, d'ailleurs dans les pays d'Europe centrale et orientale, déjà à l'époque. Et la France, le mouvement a commencé à vraiment s'accélérer à la fin des années 90. Là, début des années 2000, on constate un phénomène d'hypermondialisation, un peu partout d'ailleurs, de fragmentation des chaînes de valeur, qui va attirer beaucoup d'entreprises pour délocaliser leurs activités afin de bénéficier des différences de coûts de main-d'œuvre ou de coûts unitaires. Ce qui s'est produit, c'est que les coûts salariaux par unité produite, je rappelle aux auditeurs que c'est ça qui compte, c'est pas le niveau de salaire, c'est pas le $10 d'un salaire d'un travailleur chinois contre 100 $ d'un travailleur américain. C'est pas ça. C'est le salaire sur la productivité. Donc, ce qu'on a connu, c'est un rattrapage des coûts salariaux par unité produite dans les différents pays émergents, d'Asie du Sud-Est en particulier et d'Asie, en Chine. Et le coût salarial unitaire chinois était de 40% du coût salarial unitaire par unité produite, par produit, si vous voulez, américain au début des années 2000, et il passe en fait au 2010. En 2010-2014, on est déjà à 95% du coût salarial unitaire américain. C'est-à-dire qu'en fait, les salaires ont stagné dans les pays européens et dans les pays industriels, mais ont augmenté très fortement dans les pays émergents, tandis que ce qui s'est passé en termes de productivité, c'est que la productivité a cru moins vite en Chine. Par contre, elle s'est accélérée dans les pays industrialisés. Donc, le phénomène de recul, de reflux des chaînes de valeur mondiales sur des bases régionales a commencé déjà dès 2010 et a précédé très largement la crise du Covid qui a mis au jour les problématiques de crise d'approvisionnement qu'on a connues et qui, surtout dans l'industrie pharmaceutique, par exemple. Alors, les logiques sectorielles, il me semble que c'est extrêmement important, si on veut parler de politique industrielle, de prendre en compte les logiques sectorielles. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez des secteurs qui sont candidats naturellement à la relocalisation. Ce sont ceux pour lesquels la robotisation des chaînes d'assemblage ou de montage ou de production ne rencontre aucun obstacle technique. Et je vous rappelle qu'on est dans une période de taux d'intérêt réel depuis déjà une dizaine d'années qui sont proches de zéro, voire négatifs, et que donc l'accès à la robotisation est un phénomène qui est facilité pour les entreprises. Le problème pour la France étant qu'on est très en retard en matière de robots, d'ailleurs de robots produits en France, parce qu'il n'y en a pas, et que du coup, par rapport à la Corée du Sud ou à d'autres pays, on a par travailleur, 4 fois moins de robots. Donc, en fait, le processus pourrait s'accélérer en France et je crois que la relocalisation va se développer. C'est pour ça que je dis que ça n'est pas une idée, mais un fait. L'idée étant qu'est-ce qu'on en fait et comment on le fait. C'est ça c'est l'idée. Mais le phénomène lui-même est un phénomène objectif. Et donc, ça va s'accélérer dans l'industrie. On va retrouver de l'industrie dans les secteurs dans lesquels il n'y a pas d'obstacle technique à la robotisation. Tout ce qui est mécanique, électronique, tout ce qui est solide en réalité aujourd'hui est candidat à l'automatisation. Donc, ça ne sert à rien de donner des aides aux entreprises pour qu'elles reviennent dans ces secteurs-là. Par contre, ça sert beaucoup d'aider les territoires à attirer des activités pérennes et d'aider l'investissement, l'innovation. Donc, il faut vraiment distinguer entre les aides directes aux entreprises avec les aides que l'État stratège pourrait, effectivement, comme ça a été fait d'ailleurs, j'avais fait ce rapport pour le ministère du redressement productif à l'époque, puisque je vois Arnaud Montebourg arriver. Évidemment, c'est extrêmement important d'investir dans l'innovation. Il y a des secteurs pour lesquels, deuxième type de secteur manufacturier, des secteurs pour lesquels il n'y a pas d'obstacles techniques il y a des obstacles techniques à la robotisation et ces secteurs vont continuer à délocaliser. C'est l'habillement, la chaussure, tout ce qui est… ces secteurs, en plus, les firmes ont un avantage logistique énorme. Elles savent… Monsieur Mood,
Je vous laisse faire court. Hein. Oui, 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 je termine presque. Encore, laissez-moi juste finir mon deuxième point, parce que vous m'avez demandé de faire un état des lieux. Donc, si je veux bien faire un état des lieux, mais si vous ne me donnez que 2 minutes, alors ça ne va pas être un état des lieux, ça va être un lieu des états, et ça ne va pas être facile. Donc, je vous prie de me laisser encore 2 minutes pour finir et me laisser structurer ma pensée. Voilà. Excusez-moi. Allez, 2 minutes, 2 minutes. Ce qui s'est produit depuis la crise du Covid, c'est que on a constaté des crises d'approvisionnement, mais on n'a pas vu que le phénomène d'accélération des délocalisations dans les services, dans les emplois de services, au cœur de l'industrie manufacturière, je ne parle pas que des services du secteur des services, comme la banque, l'assurance, où là, les choses sont en train de s'accélérer. Mais ce qui s'est accéléré, c'est que les emplois manufacturiers, dans les pays de l'OCDE, il faut être précis, on a environ 40% des emplois manufacturiers dans l'industrie manufacturière, qui sont des emplois de services, recherche, développement, marketing, tout ça, qui sont des services directs dans le cœur de l'industrie manufacturière. Ces activités de services, en 15 ans, les délocalisations de ces emplois ont doublé. On est passé de 10 à 20%. Et ce que l'on observe depuis le Covid, et j'ai regardé ça vraiment de près avec des indicateurs précis, c'est que l'effet d'apprentissage gigantesque de ce que l'on est en train de faire aujourd'hui même, du travail à distance, des technologies numériques, a accéléré ce phénomène, pas seulement dans l'industrie, mais aussi dans le secteur des services, dans les activités de back-office des banques, des assurances, etc. Or, les emplois industriels manufacturiers, c'est 12% en France, 11%, et les emplois de services, c'est 75%, dont 30% sont des services aux entreprises. Donc, je dis, attention, la liaison aujourd'hui entre les services et l'industrie est une liaison étroite et une relation de causalité extrêmement intéressante. Donc, je n'ai pas le temps de développer, mais je vous alerte contre le phénomène de relocalisation industrielle, oui, qui ne se traduira pas nécessairement par de la réindustrialisation directe, mais indirecte, et qui est très porteur, et ça fait très longtemps que je travaille là-dessus, donc j'imagine que nous sommes tous d'accord pour faire ce constat, mais attention à l'accélération dans les activités de service. Du coup, les politiques publiques, c'est mon dernier point, j'ai 1 minute pour le faire. Les politiques publiques, je parle là, non pas sous le contrôle, parce qu'on n'a pas forcément à avoir les mêmes idées, mais en tout cas sous le témoignage d'Arnaud Montebourg, qui a été un promoteur de ces politiques de récupération d'avantages comparés. Je dirais 2 choses. 1, on a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on a commencé à déverser de l'argent sans changer les règles du jeu. Et les règles du jeu sont absolument claires. Il n'y a pas de traçabilité des chaînes de valeur. Le code douanier européen ne l'autorise pas. Qu'a-t-on fait là-dessus? Rien. Deuxième élément, on n'a pas changé les règles du jeu sur les politiques publiques d'aide à l'investissement. Le crédit d'impôt recherche-développement demeure dispersé. 40% vont au service et seulement 60% à l'industrie. Le ciblage et la conditionnalité ne sont pas là. Donc, premièrement, pas de règles du jeu modifiées. Donc, le phénomène pourrait repartir absolument considérablement des délocalisations. Et deuxième élément sur les politiques publiques, on a sorti ce milliard, et ce milliard en direction des entreprises. Je ne parle pas des autres, du plan de relance qui peut avoir un intérêt considérable. Mais ce milliard en direction des entreprises directes me semble complètement une erreur de l'histoire. Parce que, ça provoque des effets pervers. Et ces effets pervers, le premier étant l'effet d'aubaine. Je vous l'ai dit, les taux d'intérêt réels sont très bas. Ce qui est problématique, c'est qu'on n'a pas de robots. On n'a pas d'industrie, de biens d'équipement. C'est ça qui est fondamental. Donc, arrêtons d'arroser les perturbateurs du jeu qui sont partis pour des raisons qui reviendront si leur intérêt est de revenir. Donc, on peut les pousser à revenir d'une autre manière. Et deuxième effet, c'est l'effet de marge. Beaucoup d'entreprises que j'ai observées qui reçoivent de l'argent, d'ailleurs, la plupart des entreprises qui relocalisent le font indépendamment des aides publiques. Mais celles qui utilisent les aides publiques, c'est des chasseurs de primes. Et donc, attention aux territoires qui seraient attirés par donner de l'argent aux entreprises pour qu'elles reviennent. Ce qu'on a fait sur Sanofi me semble très problématique, alors que on peut effectivement avoir des effets de marge, le jeu des actionnaires étant tel que les effets de marge sont extrêmement considérables. Et enfin, troisième élément absolument important, c'est l'effet de distorsion de concurrence. Et c'est l'effet d'éviction des entreprises qui en continuent à produire en France très très bien, qu'il faut davantage aider que celles qui ont joué le jeu de la délocalisation et qui reviennent. Et les aides ne sont jamais neutres, elles peuvent évincer les meilleures, celles qui sont porteuses d'innovation. Voilà, vous avez demandé un état des lieux, je vous l'ai fait et je vous remercie de votre patience.
Non, l'état des lieux était très intéressant et très dynamique, donc vous êtes tout pardonné, mais c'est vrai que malheureusement, on a constaté hier que on découvre les nouveaux outils, que les tunnels, alors là, ce n'en était pas un, mais les tunnels de parole sont parfois dramatiques pour l'affluence en direct que je peux surveiller malheureusement. Mais là, tout va bien. Nous avons encore, vous êtes 130 et on n'a pas perdu une seule personne, donc tout va bien. Ouais. Pour vous dire, messieurs, dames qui êtes ici, bienvenue à ceux qui sont arrivés un petit peu en retard. Vous avez un onglet questions à droite de votre écran qui vous permet de poser vos questions. Donc, vous pouvez commencer à les poser dès maintenant en entendant les intervenants, et nous les prendrons juste après les prises de parole initiales de nos intervenants. Et tout de suite, je me tourne vers Mathilde Dupré. Mathilde, vous êtes co-directrice de l'Institut Veblen, et avec la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, vous avez publié cet été une note intitulée Après le Covid-19, raccourcir les chaînes de valeur, régionaliser et relocaliser, dans laquelle vous soulevez la fragilité de nos économies et la manière de mieux nous protéger de cette vulnérabilité-là. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces outils? Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Donc, je pense qu'effectivement, cette année de crise sanitaire et toutes les mesures exceptionnelles qu'elle a déclenchées ont mis en lumière beaucoup de questionnements sur la vulnérabilité des chaînes de valeur internationales qui sont aujourd'hui qui s'avèrent être insuffisamment maîtrisées et avec une logique de flux tendu dans un certain nombre de secteurs qui met en lumière notre dépendance vis-à-vis d'autres économies. Ça a été notamment le cas pour des équipements stratégiques, des équipements de protection comme les gants, les masques, les appareils médicaux dont nous avions besoin pour gérer l'épidémie. On a vu aussi dans le secteur agricole des grandes faiblesses, à la fois notre dépendance aux produits importés, mais aussi en fait notre dépendance directe à la main-d'œuvre étrangère qui travaillent souvent dans des conditions particulièrement précaires sur le sol français et qui, là, du fait des mesures de confinement et de fermeture des frontières, venaient à manquer. On a parlé à un moment de 200 000 bras qui pourraient manquer, ce qui fait c'est un peu différent, mais qui est une forme de délocalisation sur place, si on peut s'exprimer comme ça. Donc, tout cet épisode a relancé un débat assez intense sur l'organisation des activités économiques internationales, même si les termes varient beaucoup entre les pays. On a beaucoup parlé de relocalisation en France. Il y a eu des discours assez forts de Emmanuel Macron, mais aussi de Bruno Le Maire ou du commissaire français Thierry Breton. Ce sujet a aussi occupé les travaux de la Convention citoyenne pour le climat qui a insisté sur ces enjeux, et on a vu refleurir des sondages qui montrent que les Français sont très sensibles à ces questions-là. Au niveau européen, faut quand même le préciser, cette vision n'est pas forcément partagée par tous les acteurs. On a surtout entendu la question d'un besoin accru d'autonomie stratégique à l'échelle de l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs dans ces termes-là que l'Union européenne a relancé une consultation sur la révision de sa politique commerciale. Voilà, avec le souci quand même de ne surtout pas refermer, de ne surtout pas remettre des barrières commerciales. En tout cas, c'est la préoccupation principale de la DG Trade, avec l'idée que ça pourrait avoir un effet de hausse de coûts de production et des pertes de pouvoir d'achat pour les consommateurs européens. Donc, on voit que l'approche est beaucoup plus prudente à l'échelle européenne. Je pense que pour avoir une discussion sereine et constructive, c'est important de distinguer les différentes raisons pour lesquelles il y a aujourd'hui des appels à la relocalisation ou à la promotion de certaines formes d'autonomie stratégique. Il y a évidemment cette question, vous l'avez dit en introduction, de résilience de l'organisation des activités mondiales, parce qu'on a quand même des alertes de scientifiques sur le fait qu'on va avoir des phénomènes extrêmes sur le plan sanitaire qui pourraient se reproduire, mais aussi avec l'enjeu écologique et l'urgence écologique. Donc, pour prévenir ces phénomènes et pour être mieux en capacité d'y résister quand ils surviennent, il y a une vraie question de réorganisation des activités, mais qui ne doit pas être seulement structurée autour d'un objectif de résilience. C'est aussi un objectif de durabilité, de sobriété, de subsidiarité et de solidarité, parce qu'il faut aussi voir quels impacts ça peut avoir sur les différents pays qui sont inscrits dans ces chaînes de valeur.
Et donc, je pense qu'il y a en effet dans des grands objectifs la question d'une meilleure maîtrise qui demande une transparence accrue sur ces chaînes de valeur. Ça a déjà été souligné par l'intervenant précédent. Certainement raccourcir et décomplexifier certaines chaînes. On l'a vu en France dans le débat sur la loi sur le devoir de vigilance. Souvent, les grandes entreprises qui allaient être soumises à cette obligation de prévenir les atteintes aux droits humains et les dégradations de l'environnement dans leur chaîne de valeur nous disaient en fait on ne sait même pas exactement quelles sont les sous-traitances en cascade qui peuvent avoir lieu dans nos chaînes. Ça, c'est le genre de réponse qui ne devrait plus être autorisée et on devrait pouvoir attendre des entreprises qu'elles sachent exactement comment sont construites ces chaînes. Il y a aussi un enjeu de diversification géographique, mais aussi à l'égard d'un certain nombre d'acteurs qui sont de plus en plus concentrés dans certains secteurs. Et puis, pour des raisons écologiques aussi, encourager une forme de régionalisation, de relocalisation de certaines activités, parce qu'il y a quand même aussi tous ces enjeux du transport international qui posent un certain nombre de questions. D'ailleurs, le Haut Conseil pour le climat, dans un rapport qu'il a publié au mois d'octobre, mettait à nouveau un poids d'attention sur cette question de l'empreinte écologique qui est liée à notre consommation. Et pas simplement à la production sur le territoire européen, c'est-à-dire que on a une trajectoire à la baisse sur notre production, mais en réalité, si on ne fait que exporter les externalités négatives de la production vers d'autres pays, on n'a pas du tout réglé le défi qui est le nôtre. Il y a cet enjeu de l'autonomie stratégique, je le disais, et notamment la crise sanitaire. Ça fait longtemps qu'on dit que dans la sécurité, l'énergie, je vois le temps qui défile. Mais ça fait longtemps que dans ces domaines-là, on autorise des interventions spécifiques des États. Et là, avec la crise sanitaire, on s'est dit que finalement, il fallait peut-être ajouter d'autres secteurs, les produits de santé, le numérique, l'alimentaire. Enfin, ça suppose de revoir un certain nombre d'outils qui existent déjà sur le filtrage des investissements, des aides ciblées, la commande publique, des mesures réglementaires. Voire dans certains cas la constitution de stocks, par exemple. Après, il y a la question de l'emploi. Évidemment, je pense que ce sera bien développé, mais parce qu'il y avait une forme de désintérêt de la part d'un certain nombre d'économistes sur le fait que des emplois industriels seraient appelés à se réduire et être remplacés par des emplois tertiaires, alors qu'on voit que c'est pas neutre ce mouvement-là et que le secteur industriel, il permet aussi une bien meilleure distribution des activités sur le territoire, par exemple. Donc, il peut y avoir voilà, de l'intérêt à être plus actif pour conserver quand même un certain nombre d'emplois industriels. Et c'est une question qui est aussi importante dans la promotion de la transition écologique, parce que si on veut que les gens adhèrent à tous les changements de production et de consommation qu'on va devoir opérer, il faut aussi qu'on leur garantisse qu'il y ait des emplois à la clé dans les secteurs clés qu'il va falloir développer. Et donc, je pourrais m'arrêter là, mais ce que je voulais dire, c'est que parmi les outils à utiliser, à mon avis, il y a 3 importantes pistes à explorer. La question de la transparence sur l'origine et la traçabilité sociale et environnementale, ça a été dit. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un manquement et il y a des règles du jeu, effectivement, à faire évoluer. Il y a la question de la réforme des règles commerciales aussi pour les marchés publics. Parce qu'aujourd'hui, on s'est privé d'un instrument dans les marchés publics du fait des engagements auxquels on a souscrit à la fois au niveau européen et au niveau international, où on n'est plus autorisé, par exemple, à mettre un critère de localité dans les marchés publics. Et ça devrait être revu parce que ce serait certainement un levier très important. Et puis, des mesures pour essayer de traiter les impacts environnementaux, sociaux, sanitaires des produits que nous importons, à la fois des mesures miroirs pour tout ce qui est des produits dans l'agriculture et l'alimentation. Aujourd'hui, on importe des produits qui ne répondent même pas aux standards sanitaires qui sont imposés aux producteurs de l'Union européenne. Donc ça, il y a un vrai enjeu à changer les règles dans ce domaine-là. Je pense aussi à mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui est en train d'être examiné par l'Union européenne. Et le fait d'avoir des mesures équivalentes dans l'Union européenne à celles qui ont été adoptées en France sur la loi sur le devoir de vigilance, où là, c'est aussi des sujets en discussion, mais il faudrait avancer très vite. Merci beaucoup, Mathilde. Du coup, on a retrouvé Arnaud Montebourg just in time, comme on dit, pour son intervention. Tout va bien. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. Attention, posez-les bien dans la partie questions et pas dans la partie chat, parce que je ne vais pas pouvoir surveiller les deux flux.
C'est trop compliqué pour moi, je suis désolé. Monsieur Montebourg, alors bon, on va pas vous présenter en détail, juste redire que vous êtes l'ancien ministre du redressement productif sous le quinquennat de François Hollande, et puis vous êtes revenu dans le privé, notamment en fondant la société Les Équipes du Made in France, et vous défendez l'idée qu'une forme de patriotisme économique beaucoup plus affirmée est aujourd'hui indispensable. Alors expliquez-nous pourquoi, et toujours la même règle, 5 minutes s'il vous plaît, merci. Merci de votre invitation et je vous prie d'excuser, ainsi que aux autres orateurs dont j'ai perdu l'exposé malheureusement, les problèmes techniques qui sont liés à mon incompétence ordinateur. Voilà, mais ça y est, j'ai rétabli. Je veux adresser d'abord un mot à Philippe Frémaux, qui a beaucoup énervé, c'est vrai, la pensée économique alternative. C'est important de le rappeler. Nous avons besoin d'alternatives dans ce monde chaotique, et y compris sur le plan intellectuel. Je veux remercier aussi les deux intervenants, le professeur Mood, dont j'admire le travail, la précision et la documentation lorsqu'il s'exprime, et qui fait vraiment avancer le débat depuis des années. J'avais sollicité son travail, ses travaux lorsque j'étais à Bercy, et Madame Dupré qui vient de s'exprimer politiquement, en fait, finalement. Donc finalement, je me demande ce que je fais là, parce que finalement, ces deux intervenants ont à la fois fait la synthèse de ce qu'il est recommandé économiquement de faire et ce qu'il est politiquement justifié d'accomplir. Et donc, si j'avais à, non pas théoriser le patriotisme économique, parce que je ne vais pas faire une espèce de vol d'oiseau à 10 000 mètres. Tout le monde a compris que dans le monde difficile dans lequel nous sommes, avec la constitution d'empire, le seul endroit qui permette, de refaire des compromis sociaux et économiques solides et durables, c'est la nation, puisqu'on n'a pas trouvé d'autre espace. L'Union européenne, ça ne fonctionne pas. Voilà. Même si on est en droit d'attendre de l'Union européenne qu'elle accomplisse sa responsabilité devant l'histoire, mais ce n'est pas le cas. Donc l'urgence fait que les États-nations ont décidé de prendre les choses en main, et les populations qui ont été quand même très étriées, je vais le dire, dans la zone OCDE par la mondialisation, ont quand même décidé de donner une accélération politique à un fait économique. Et là, j'approuve parfaitement ce qu'a dit le professeur. Nous avons un phénomène de relocalisation lié à l'évolution du positionnement des avantages comparatifs sur le prix mondial, puisque la mondialisation, c'est un prix mondial. Est-ce qu'il y a des segmentations qui vont sur les marchés se réaliser? Elles existent, elles vont augmenter leur influence liée au fait que la question patriotique est entrée dans la tête des producteurs, des consommateurs, des distributeurs. Et les circuits économiques ne sont pas que des agents rationnels, ce sont aussi des êtres humains qui ont un imaginaire et qui défendent leur position, leur histoire et leur géographie, leur identité culturelle à travers l'économie. Donc vous allez avoir, c'est vrai, plus ou moins un degré de patriotisme dans le comportement du consommateur, dans le comportement du producteur, dans le comportement du distributeur. Voilà, je le fais en gros. Même si les éléments les fondamentaux, comme le disait très bien le professeur, sont quand même rémanents, hein, et très solides. Alors, les choix politiques qui sont en train de s'accélérer sont liés à la question qui, là aussi, n'est pas un sujet économique, mais que les penseurs de l'économie vont devoir internaliser, si je peux employer cette expression, dans le raisonnement économique. C'est la question de la liberté, la question de l'indépendance et la question du choix. Et ça, c'est un élément très important. Quand la Commission européenne, par exemple, interdit l'étiquetage de l'origine des produits, elle dit c'est un obstacle au commerce. Et aujourd'hui, vous avez des États membres qui disent non, c'est la réalisation de la liberté. C'est-à-dire de la liberté pour le consommateur de choisir en connaissance de cause. Et donc, ce renversement des valeurs va avoir pour conséquence que vous allez avoir des États-nations, moi je suis favorable à ça, qui vont dire, bah, écoutez, la Commission pense à un obstacle au commerce, bah, tant pis, on va quand même le faire, on plaidera, et puis on verra dans 5 ans ce que vous en pensez, mais nous on l'aura fait,
parce que c'est une régulation du marché qui permet l'exercice du libre choix par le consommateur. Donc l'économie est en train de passer en dessous des considérations qui sont les valeurs qui unissent des sociétés. Et les sociétés ont besoin de s'unir parce que l'économie les a détruit le lien unitaire qui faisait son ciment. Et l'économie mondialisée, hein, notamment. Et quand les consommateurs demandent du circuit court, du produit local, le Made in France vert, de l'écologique, ils demandent la même chose. Ils demandent simplement que le marché leur permette d'exercer leur choix en les autorisant. Alors j'ai pris cet exemple parce que sur la question de la taxe carbone qu'évoquait Mathilde Dupré, c'est exactement la même chose. L'Union européenne en parle depuis 10 ans, mais ne le veut pas le faire. Il y a pourtant beaucoup d'argent à rembourser puisqu'on a levé des dettes. Enfin, on n'a pas levé des dettes encore, mais semble-t-il, c'est la volonté de la Commission européenne et de la plupart des États membres de lever de la dette communautaire, si j'ose dire. Mais il n'y a pas de recettes pour le rembourser. C'est les États membres qui, par des contributions, vont la rembourser. Et là aussi, s'il n'y a pas de recettes, l'Union européenne va jouer sa peau sur cette histoire. Parce que si les dettes sont remboursées par les États membres, c'est juste la dette Covid, hein, j'entends, c'est juste tout simplement impossible et inhumain. Donc là aussi, vous allez avoir des politiques protectionnistes qui vont s'installer peu à peu. Alors la question maintenant, c'est la vitesse de mise en œuvre. Est-ce que je peux vous laisser conclure là-dessus? C'est ma conclusion, M. Grimaud. Les peuples sont pressés, l'économie est résistante, et donc les gens ont besoin de politique pour faire ça. Donc attention aux secousses politiques. Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolé d'être le gendarme de notre réunion. C'est toujours très pénible comme rôle, mais malheureusement, je suis obligé pour qu'on puisse avoir du temps pour les questions et rassurez-vous, vous aurez le temps de développer tout plein d'autres aspects. Je me tourne maintenant vers Hugues Sibyl. Hugues, c'est comme Arnaud, je ne sais pas s'il est nécessaire de vous présenter, mais bon, on va quand même dire que vous êtes président du labo de l'ESS et de la fondation du Crédit Coopératif. Vous êtes un ami de très longue date d'Alter Eco, l'un de ses fondateurs, et un ami très proche de Philippe. Et quand on préparait la conférence avant, vous me disiez, tiens, mais pourquoi Philippe m'a voulu dans cette conférence de peut-être plus macroéconomique et puis on sait tous les deux que Philippe ne laisse jamais rien au hasard. Et donc, s'il a voulu que vous soyez là, c'est probablement puisqu'il voulait rappeler que l'ESS a un rôle évidemment à jouer dans la question de la relocalisation et donc de la localisation des activités. Il manque juste le micro. Voilà, ça y est, je branche le micro. Merci Vincent. Bon, évidemment, j'ai une très grande émotion pour Philippe depuis hier, mais ce qui est formidable, c'est le succès de la première journée, et c'est ça le mieux qu'on puisse faire pour penser à Philippe. Effectivement, moi j'étais surpris quand je me suis vu là, parce que c'est un débat, et on vient de l'entendre, qui est assez macro. Donc en fait, ce que je vais essayer de faire, moi, c'est, au fond, vous avez été sur le mode pensée globale, et moi je vais être sur quelques paroles sur l'approche agir local, et en particulier agir coopératif par rapport à cette question de relocalisation. D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que bon, pour moi, il y a quand même un lien entre délocalisation, relocalisation et la structure du capital des entreprises. Et de ce point de vue-là, ce que j'ai constaté sur le terrain, et puis en étant au Crédit Coopératif, c'est que beaucoup de PME, en fait, se sont délocalisées parce qu'elles ont été rachetées par des groupes français ou étrangers qui ont pris la substance, l'ont vidée et sont partis ailleurs. Et il y a une réponse à laquelle je crois toujours 40 ans plus tard, qui s'appelle la reprise d'entreprise par les salariés sous forme coopérative. Je crois que, monsieur le ministre, vous aviez poussé à un moment cette idée-là. On n'est pas assez loin là-dessus. Je veux dire, plus on aura des PME qui seront sous le contrôle de leurs salariés ou de leurs parties prenantes, moins on aura de délocalisation. Alors, je ne réponds pas à la relocalisation pour l'instant, mais je dis que c'est aussi déjà une forme de réponse. Deuxième point que je voudrais dire, donc, j'entends bien, évidemment, le rôle essentiel que doivent être les stratégies publiques d'État de l'Europe sur les sujets, mais je pense qu'il y a un point qu'il faut aussi qu'on ait en tête, c'est-à-dire par rapport à ce que pouvait être de ce que j'ai vécu, des approches d'ATAR, finalement, de l'implantation avec un jeu industriel dans lequel l'État est central. Il faut voir ce qui s'est passé depuis, et en particulier
sur des enjeux de relocalisation avec des systèmes locaux d'acteurs qui sont différents. Je prends l'exemple de l'industrie de la chaussure à Romans dans la Drôme. Il y a un pôle de coopération qui s'est créé dans lequel il y a des PME, des TPE, la collectivité locale, un centre d'apprentissage pour essayer de relocaliser l'industrie de la chaussure dans la Drôme à Romans. Donc, il y a les enjeux que vous avez dit de politique macro, mais il y a aussi ces systèmes d'acteurs qui peuvent être des contributeurs extrêmement intéressants. Je n'ai pas le temps, mais il y a des tas d'exemples coopératifs d'intérêt collectif à Grenoble qui s'appelle Digital Grenoble, dans lequel donc on a des systèmes d'acteurs qui peuvent permettre d'agir local pour cette localisation. Troisième chose que je voudrais dire, c'est que bien sûr, les enjeux de relocalisation sont ceux que vous avez dit sur les grandes filières, les chaînes de valeur, etc. Mais il y a des enjeux plus micro, moi qui m'intéressent aussi, qui concernent par exemple des enjeux d'aménagement du territoire. Moi, j'adore une expérience qui s'appelle Village Vivant. C'est une coopérative d'intérêt collectif qui s'est créée, dont le métier, c'est de relocaliser des activités de commerce dans les petites villes et bourgs moyens. Ça va peut-être vous paraître ridicule par rapport au mécano industriel mondial, mais moi, je pense que ça fait partie de la problématique. Et quand on s'appelle les journées de l'économie autrement, il faut aussi intégrer ces approches-là. Je donne un autre exemple que j'adore, d'une coopérative d'intérêt collectif qui vient de se créer, qui s'appelle RICOP. Il y a déjà 2500 personnes qui sont devenues membres de cette coopérative, qui consiste à rouvrir une ligne de chemin de fer sur l'axe Lyon-Bordeaux, avec les collectivités locales, et donc pour permettre une relocalisation finalement du transport ferroviaire sur cet axe-là. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent trouvent que je suis loin du sujet. Moi, je pense que c'est complémentaire de ce que vous avez dit. Enfin, je voudrais dire que dans les enjeux de relocalisation, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière dont on associe les habitants, les citoyens, à la définition de leurs besoins locaux. Parce que finalement, c'est aussi ça que le Covid met sur la table. Enfin, cette notion d'essentiel, par exemple, on décrète qu'il y a des commerces qui sont essentiels, ou des choses qui sont essentielles. En quoi les citoyens sont concernés par ça? Il y a des choses très intéressantes là aussi qui existent, sur lesquelles on pourra revenir, qui s'appellent territoire zéro chômeur de longue durée, où on essaye de repérer des besoins qui sont non satisfaits, qui s'appelle start-up de territoire, où il y a des endroits où se réunissent 500 personnes, 1000 personnes pour discuter ensemble de quels sont nos besoins locaux, à quoi est-ce qu'on a besoin de répondre comme type d'activité. Donc, ces exemples-là existent. Et puis, pour rester dans le délai, cher Vincent, je dirais une chose. On a beaucoup parlé de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE. Moi, je plaide pour y incorporer aussi une responsabilité territoriale des entreprises, c'est-à-dire une notion d'externalité positive, négative à l'échelle du territoire, avec des indicateurs qui rendent compte de ces externalités sur le territoire. Ça, c'est pas seulement une question de ESS, c'est une question qui peut concerner l'ensemble des entreprises et qui, je pense, serait un facteur, disons, d'analyse et d'action sur localiser ou délocaliser. Voilà, donc je suis un peu, je suis plutôt en complément de ce qui a été dit précédemment, mais évidemment de manière complémentaire. Ben, je trouve personnellement que c'était un complément très utile. Donc, merci beaucoup, Hugues. De toute façon, on le voit dans les questions qui commencent à nous arriver, la question des territoires de l'ESS et son rôle à jouer voilà, dans les questions de délocalisation, relocalisation est bien sûr essentiel. On va tout de suite donc passer aux questions. Alors, les questions, voilà comment ça se passe. Elles arrivent dans un flux et vous pouvez, en cliquant sur les petits triangles, voter pour les meilleures questions. Et comme je suis un grand démocrate, je vais prendre les questions qui, pour l'instant, ont recueilli le plus de votes. Et puis après, je m'autoriserai peut-être une sélection différente. Première question donc d'Éric Oterno qui nous demande est-ce que la robotisation est le seul critère? Alors, c'est peut-être plus une question pour vous, Monsieur Mood. Est-ce que la robotisation est le seul critère? Pour le textile, ce n'est pas le cas. Je pourrais produire et vendre 2 fois plus, mais tout le lin français part en Chine. Je ne parle même pas du coton. Du coup, question, n'est-ce pas la chaîne de valeur complète qu'il faut relocaliser? Votre micro d'abord. Alors, oui, d'accord, pardon. Non, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, ce n'est pas le seul facteur de relocalisation. Il y en a 4 en réalité que j'ai étudié moi depuis des années et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus.
la robotisation, c'est parce que simplement, ça inverse les différences de coûts salariaux unitaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc ça rend possible de produire des segments de fabrication, des segments de chaîne de valeur, d'assemblage en France, plutôt que de les faire en Chine. Ça, c'est une première chose. Mais il y a un deuxième facteur qui est un facteur clé, c'est le coût de transport, le coût de transaction aux échanges. Et là, ça a été dit tout à l'heure, Mathilde en a parlé également, c'est-à-dire que vous voyez, il y a une question qu'on n'a pas encore précisée, c'est les liens entre la transition énergétique et les délocalisations et les relocalisations. En fait, la dilatation des chaînes de valeur, le fait de diviser en tout petits morceaux, comme la manufacture des pains d'Adam Smith, et de l'éclater dans le monde, c'est favorisé par le fait que les coûts de transaction ont connu une chute historique. Les coûts de production, les coûts de transport, bien entendu, mais aussi les coûts de droits de douane, les coûts de tout ce qui rend, disons, compliqué d'éclater la production et de réintégrer le produit final. Donc, que fait la transition énergétique? Pourquoi c'est un facteur de relocalisation? Parce que effectivement, ça change deux choses. Ça change la composition des produits. L'hypermondialisation est une économie hypercarbonée, on le sait. On a apporté énormément de choses. Et donc, ça accroît le nombre de composants nécessaires et de biens intermédiaires et de matières premières à la fabrication d'un produit. Donc, ça dilate et ça rend nécessaire l'éclatement des chaînes de valeur du point de vue des entreprises, du point de vue de leur compétitivité, qu'on adhère ou pas. Moi, j'observe. Donc, ça rend nécessaire. Mais quand effectivement, on fait de la transition énergétique, on change la manière de produire les biens, on a un premier effet qui est un effet de composition des produits qui se réduit. Voilà. Et donc, automatiquement, on va récupérer de la chaîne de valeur dans les productions. Et puis, un deuxième effet, c'est l'effet de flux, justement. Et là, il faut agir. Et là, on a parlé de la taxe carbone. Moi, j'y suis tout à fait favorable aux frontières parce que, précisément, ça va désinciter à l'importation de produits carbonés. Pourquoi on a délocalisé à mort dans la chimie et dans la pharmacie et chez Sanofi, etc. en Chine, 80% des principes actifs. On utilise une technologie de 1878, le Doliprane, et c'est hyper chimique et hyper polluant. Donc évidemment, là, les coûts de pollution sont tellement bas que on va à la fois bénéficier des coûts boursiers, des coûts de pollution, et on va dilater la chaîne de valeur. Donc, effectivement, la robotisation n'est pas le seul élément. C'est pour ça que tout à l'heure, nous sommes tous d'accord pour dire que, avant même de donner de l'argent à ces entreprises-là qui ont délocalisé, pour qu'elles reviennent, il faut changer les règles du jeu. On vient de finir un rapport pour le ministère de l'Industrie encore sur le Made in France. Ce que disait Arnaud Montebourg est parfaitement juste, c'est-à-dire il est absolument absurde que une industrie pharmaceutique comme justement la pharmacie, qui est un bien public, qui bénéficie de la socialisation de la demande à l'aval, de la socialisation de la recherche-développement grâce à la recherche publique. Il est absolument absurde que le contrôle de l'État soit uniquement de manière bien d'ailleurs, sur les prix et sur la santé, sur l'efficacité des médicaments, mais pas du tout sur la traçabilité des chaînes de valeur. C'est absolument scandaleux. Et en plus, on va financer par des primes les effets de marge de ces firmes pour leur proposer de revenir. Vraiment, il y a vraiment une question, et l'auditeur a absolument raison, enfin la question est très bonne. Il y a à la fois les questions objectives liées à la façon de produire les biens, et puis il y a la deuxième question sur laquelle l'action publique doit être forte, c'est les flux de transactions entre les biens. C'est pour ça que je m'intéresse aussi aux services, parce que sur les services, pourquoi je dis que c'est l'angle mort? Parce que rien ne contredit la dilatation des chaînes de valeur qui sont en train de se faire dans les services. Rien. Pas de droit de douane, pas de traçabilité de la chaîne de valeur, tout est immatériel. On n'a pas encore pensé la régulation des échanges de services. Et ça, c'est un élément d'anticipation, je le dis depuis une dizaine d'années. Attention, la nouvelle sidérurgie, c'est ce qui va se passer dans les services. Et donc, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser ce qui se passe dans l'industrie. Voilà. J'étais encore un peu long, pardon, mais c'est un sujet qui... Non, mais c'est passionnant et c'est toujours passionnant de suivre des gens passionnés. On a une question qui est complètement liée, donc je la pose dans la foulée, de Jean-Michel Lévesque, et puis vous pourrez réagir du coup aux deux questions en même temps, Mathilde, Hugues, Arnaud, si vous le voulez. Plutôt que de relocalisation, ne faut-il pas imposer de véritables coûts environnementaux des biens et des services? Alors, on est vraiment sur ce sujet-là. Comment on fait concrètement? Monsieur Montebourg rappelait que c'est compliqué, l'Europe n'arrive pas à mettre de taxe carbone. Mathilde, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions, peut-être? Ben, en effet, c'est un enfin, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des chiffres précis, mais entre 1/3 et 2/3 du commerce international, c'est du commerce intra-firme, et c'est du commerce qui peut être surtout essentiellement alimenté par la recherche à la fois d'avantages
en matière de fiscalité, en matière de règles environnementales moins strictes, en matière de droit du travail plus souple et du coup de coût du travail moins cher. Et donc, c'est bien parce qu'on n'a pas suffisamment fixé des règles à l'échelle internationale dans ces domaines-là qu'on est face à cette situation. Donc, il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. Je parlais de la loi sur le devoir de vigilance, qui était une des premières réponses qui a été développée par la société civile, qui était de dire que aujourd'hui, il fallait arrêter de se désintéresser de ce qui pouvait se passer à l'autre bout du monde, dans les ateliers ou dans les mines qui exploitent les ressources premières d'un certain nombre des produits qu'on utilise tous les jours, et que la maison mère ou le donneur d'ordre qui est situé en France et si possible demain en Europe soit tenu de regarder l'ensemble des impacts que peuvent générer ces activités et soit tenu de prévenir ces impacts, et qu'on puisse donner accès à la justice pour les victimes de violations des droits humains, de dégradation de l'environnement, que ce soit les salariés ou même les populations riveraines concernées par un certain nombre d'impacts. Et donc ça, c'est bien une façon d'obliger les entreprises à réinternaliser un certain nombre de coûts et de coûts cachés qu'elles avaient complètement laissé prendre en charge par les sociétés des pays dans lesquels elles développent des activités. Je pense que la taxe carbone aux frontières, c'est aussi un bon exemple, parce que ça montre que quand on a des systèmes avec des normes qui sont plus contraignantes à l'intérieur de l'Union européenne, si on laisse rentrer des produits qui ne sont pas du tout soumis aux mêmes règles, c'est pas juste pour les producteurs. Et ce problème-là, il va se poser de plus en plus avec le projet de Green Deal européen, puisqu'on a des objectifs très ambitieux de neutralité climatique et d'une croissance qui serait découplée de l'utilisation des ressources. Si on est sérieux avec ces objectifs, ça veut dire qu'on va mettre des règles très strictes. Et donc, il faut absolument s'occuper de la question des produits importés, mais ça reste un énorme impensé dans ce Green Deal. Et la taxe carbone aux frontières, elle ne résoudra pas tout, parce que si elle voit vraiment le jour, et ce qui est loin d'être le cas, parce que pour l'instant, enfin, au tout début, on a dit que c'était vraiment pour faire plaisir aux Français que ça avait été mis dans le Green Deal. Maintenant, effectivement, il y a des travaux qui s'enclenchent, mais on voit que toutes les administrations qui avaient pris un gros retard pour travailler sur ce sujet-là, et si ça démarre, ça va démarrer sur le ciment, l'acier, l'aluminium, enfin quelques biens, ce ne sera pas quelque chose qui va concerner l'ensemble des produits, parce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Donc, ce ne sera pas non plus un coup de baguette magique. Et donc, voilà, à la fois par la réglementation, les normes, enfin, il y a beaucoup de choses à imaginer, mais c'est vrai que c'est important d'aller au bout. Et l'autre point que je mentionnais, c'était les mesures miroirs. On en a beaucoup parlé avec les négociations sur le CETA avec le Canada, ou le Mercosur maintenant avec les pays d'Amérique latine qui forment ce bloc commercial. On a aujourd'hui des règles qui sont complètement différentes que ce soit pour les pesticides, par exemple. Il y a beaucoup de pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne et qui sont autorisés dans ces pays-là. Dans l'élevage, on a parlé des farines animales, des antibiotiques comme activateurs de croissance, ou ce genre de choses, qui font qu'à la fin, il y a des coûts de production qui peuvent être très différents. Et donc, si il n'y a pas de normes équivalentes, voilà, c'est vraiment pas juste de favoriser les échanges entre les blocs comme cela. Merci Mathilde. Est-ce que si Hugues ou Arnaud voulaient réagir, dites-le moi. Sinon, oui, Hugues. Ouais, juste un mot pour dire qu'il me semble très important de voir que l'opinion publique change à grande vitesse sur ce sujet-là. C'est-à-dire, ne nous parlons pas de ce sujet-là comme on s'en serait parlé il y a un an. Fondamentalement, à la fois le Covid plus la prise de conscience écologique fait que parler de ces sujets-là, nous, au labo de l'ESS, on a fait une enquête, l'état des acteurs et de l'opinion n'est plus du tout la même. Donc, il faut que les politiques publiques prennent conscience de la rapidité du changement. La notion de circuit court, dont j'estime que nous avons été en partie à l'origine, il faut voir la vitesse à laquelle elle s'est propagée aujourd'hui. Donc, les politiques publiques, aujourd'hui, à mon avis, elles sont en retard par rapport au mouvement de l'opinion, et c'est un enjeu tout à fait important. Et c'est pour ça qu'il faut articuler le niveau européen, le niveau national et le niveau des collectivités publiques territoriales. Monsieur Montebourg, vous vouliez réagir? Oui, non, j'approuve vraiment tout ce qui a été dit. Vraiment, tout ça est très, très juste, et chacune des interventions renforce l'autre. Je voudrais juste ajouter
le point suivant. Nous allons entrer dans une période où les opinions publiques vont soutenir des États forts dont ils devront diriger l'économie. C'est-à-dire qu'on va entrer dans une économie semi-dirigée. Et là-dedans, la question de la frontière et de l'exploitation par un pays, une nation, de son marché, c'est-à-dire son marché, c'est un bien dont elle doit disposer, puisqu'elle laisse entrer tel ou tel bien sur son marché et concurrencer ses propres biens. Et cette question-là va être centrale. On peut toujours combattre les émissions de CO2 sur notre territoire, c'est nécessaire, on doit avancer, nous ne sommes d'ailleurs pas si mal, mais enfin 30% des émissions de CO2 viennent de Chine. Et on importe des dizaines de milliards de produits venant de Chine. Je rappelle que notre déséquilibre est de 30 milliards. Donc la frontière va devenir le sujet central. Voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles toutes les politiques qui diront nous allons faire ça, donc nous mettre en situation de perte dans la concurrence, de perte de compétitivité parce que nous aurons, nous, bonne conscience, enfin, on va accélérer les délocalisations si on n'utilise pas la frontière en disant, écoutez, maintenant, si vous voulez vendre chez nous, faut faire ce que Madame Dupré venait de dire à l'instant, vous mettez des pesticides dans vos produits, vous n'entrez pas ordre public sanitaire. Vous exploitez les gens à l'autre bout du monde, ordre public social. Etc., etc. C'est-à-dire qu'on va se brouiller avec beaucoup de monde. On n'est plus dans le monde amical du doux commerce de Montesquieu, hyper mondialisé. Il va falloir qu'on défende nos positions. Et on a un marché pour le faire. C'est soit le marché unique européen, mais apparemment, rien ne bouge, rien de significatif. Il restera la nation. Là encore, on revient à ce sujet. Alors, les avertissements lancés par le professeur Helmut Mood sont très, très importants parce qu'en vérité, on voit bien que la mécanique de la délocalisation va continuer et les politiques publiques aujourd'hui n'ont aucune conditionnalité. C'est ce que j'appelle l'économie semi-dirigée. Exemple, on vient de proposer dans le plan de relance 20 milliards de baisse d'impôts de production sur les entreprises industrielles. Elles vont profiter, 80% profiter à 280 entreprises. Bon, très bien. Donc, c'est fait pour les grands groupes comme d'habitude. Très bien. Pourquoi pas? Si c'est un projet de compétitivité, ce ne sera pas un projet de relance. Il n'y a aucune conditionnalité. C'est-à-dire, il n'y a aucun effet de levier, ni sur les relocalisations. On aurait pu dire, OK, moi, je supprime les impôts de production si vous relocalisez. Deuxièmement, on a mis 400 millions, le plan de relance a mis 400 millions sur les relocalisations. Où est la conditionnalité? C'est-à-dire, écoutez, moi, je ferai ce qu'ont fait les Japonais, le MITI japonais. Ils ont mis 2 milliards et ils se sont retrouvés avec 14 milliards de propositions de leurs entreprises de relocalisation à hauteur de 1674 projets. Ça, c'était il y a 2 mois, 3 mois. À mon avis, c'est beaucoup plus. 14 milliards de relocalisation sur le territoire japonais parce qu'en fait, le gouvernement a subventionné 75% des fermetures de la Chine et la réouverture au Japon. Alors, il y a un effet d'aubaine, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est 14 milliards pour la 3e puissance économique. Si vous dites, je subventionne, et là, on est obligé d'assumer l'effet d'aubaine parce qu'on subventionne à 75%, ici, c'est 25%, entre 25 et 30%, eh bien, vous pourrez choisir les territoires où vous allez relocaliser, les quartiers populaires, les banlieues déshéritées, les campagnes désertifiées, les cicatrices de la crise, Belfort, Saint-Étienne, le Creusot, tout ça. Ça, c'est une politique. Donc, il est évident qu'il va falloir changer de mode de fonctionnement sur le plan juridico-politique et inventer l'État fort qui va se mettre à donner des instructions et entrer dans une économie semi-dirigée. Voilà. Je pourrais vous dire la même chose, par exemple sur la reconstitution des fleurons perdus. C'est quoi les biens essentiels, comme le disait Huxley? L'essentiel, c'est quoi? C'est l'énergie, le transport, l'eau, la santé, l'alimentation, les communications. Le reste, les jouets, on peut les faire, on peut attendre. Mais l'essentiel, c'est ça. L'énergie, le transport, tout ce qu'on a perdu. Alstom, les télécoms, Nokia, Alcatel,
Alcatel. Ben, on peut décider, l'État va reconstituer un tour de table, devrait, enfin ça ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ne savent pas faire, mais c'est ce qu'il faudrait faire, reprendre les gens qui sont en train d'être virés partout, arrêter l'hémorragie des plans sociaux, trouver des industriels qui vont être des opérateurs et financer avec des avances remboursables. Les Allemands, ils ont mis 23 milliards d'avances remboursables sur la reconstitution de secteurs sur lesquels les Allemands étaient encore faibles. Qu'est-ce qu'on attend? Bon, mais là, on n'a pas les dirigeants pour ça, parce qu'il faut de l'imagination. Il ne faut pas des administrateurs à la tête de l'État, il faut des ingénieurs, vous savez, ceux qui s'intéressent à construire des projets, pas ceux qui ont passé leur vie à faire des lois et régimenter le reste de la société. C'est une petite remarque culturelle. Merci. Alors, bon, tout ça est passionnant. Je vous invite quand même, si possible, à répondre un peu plus vite, sinon on ne pourra pas prendre beaucoup de questions, puisque on en a beaucoup qui arrivent. Alors, comme je ne les prends pas forcément dans un ordre intellectuel parfaitement logique, mais par le nombre de votes, parce que ça veut dire que ce sont les questions qui intéressent le plus, et c'est pour ça qu'on est là. Question d'Hervé de Falvar. Ne faudrait-il pas équiper les territoires pour qu'ils puissent éviter les délocalisations et fermetures qui continuent en ayant un nouveau droit d'usage sur les surfaces, bâtiments et machines de leur territoire, comme une nouvelle conception de l'entreprise comme entreprise de territoire? Bon, j'imagine que derrière, il y a le mot un peu réquisition. On parlait des reprises en scope. Là, ce serait une reprise par les collectivités publiques, si je comprends bien la question. Peut-être que j'ai mal comprise. Je vous laisse répondre là-dessus. Moi, je peux répondre. J'ai été président de département pendant quelques années. Les collectivités locales ont des outils qui permettent d'agir sur le foncier, un tas de choses. Mais la propriété privée, qui aujourd'hui est reconnue dans le droit du code de commerce et code civil d'une société, c'est la propriété des actionnaires. Donc, tant qu'on n'a pas fait bouger ça, c'est-à-dire que les organes de direction d'une entreprise sont pilotés par les propriétaires du capital, et qu'il n'y a pas d'élément de correction de ça, soit par les salariés, soit par les partenaires territoriaux, ce qu'on appelle les ayants droit, quoi. On a des droits. Une entreprise n'est pas que la propriété de ceux qui ont mis de l'argent. Elle est aussi ceux qui ont mis leur travail, leurs efforts, ceux qui ont soutenu l'entreprise. Donc, ce droit-là va devoir évoluer. Vous savez, les Argentins, quand ils ont connu la grande crise il y a 20 ans, le capital fuyait le pays. Ben, en fait, ils ont laissé, les propriétaires d'entreprises ont laissé les outils de travail. Eh ben, qu'est-ce qu'ont fait les collectivités locales, les salariés? Ben, ils ont pris les outils de travail, ils se sont mis à travailler dedans, et puis ils ont remonté. Voilà. Et ils ont fait des coopératives. Voilà, ils ont fait des coopératives. Donc, il faut moderniser le statut des coopératives pour trouver des systèmes de gouvernance et de collecte de capitaux qui permettent de trouver un équilibre entre les nécessités de l'accumulation du capital, parce qu'on a besoin de capital pour faire de l'industrie. Et donc, c'est un des problèmes, c'est une des raisons pour lesquelles le capitalisme coopératif, si j'ose dire, ne peut pas se développer, parce qu'il pose trop de problèmes de gouvernance. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur ce sujet, à mes yeux, pour que les coopératives puissent se redévelopper à nouveau. Merci. Hugues et Helmut, vous vouliez réagir? Je vous laisse l'un ou l'autre commencer. Oui, juste un mot dans le prolongement de ce qu'Arnaud Montebourg vient de dire. D'abord, je crois que ça a été dit à l'ouverture, il y a un enjeu qui me semble tout à fait intéressant, c'est de repenser la planification. Ça, je suis d'accord avec ce que vous dites, M. Montebourg, mais de le faire autrement peut-être que celle qui était celle de Monet ou celle de la Libération. C'est-à-dire qu'il faut des approches planificatrices qui soient beaucoup plus liées à des acteurs citoyens qui soient partie prenante de ces mouvements. En tout cas, c'est ma vision de la démocratie. C'est-à-dire que si c'est des États dirigistes hors de tout contrôle des pouvoirs citoyens, ça me fait peur. Mais par contre, repenser des mouvements de planification, ça me semble intéressant. Sur le plan du territoire, c'est ce que j'ai dit en introduction. Moi, je crois qu'il y a une possibilité d'avenir qui sont ce qu'on peut appeler des entreprises territoires. L'entreprise territoire, c'est une entreprise dont la gouvernance appartient aux parties prenantes du territoire. Et là, je pense qu'il faut réinventer la relation entre les collectivités territoriales et
les entreprises. On a connu pendant plusieurs décennies les sociétés d'économie mixte. Bon, je pense que c'était une période historique. Aujourd'hui, il y a autre chose à faire, qui est d'avoir des entreprises qui partent des besoins du territoire, dont les gouvernances associent les parties prenantes du territoire et qui soient en partenariat avec les collectivités publiques territoriales. Mais ça, comme vous l'avez dit, M. Montebourg, il y a une révolution culturelle qui est à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis désolé, moi je suis un militant coopératif depuis 40 ans, j'ai consacré ma vie à ça, mais la bataille des idées, elle est perdue là-dessus. C'est-à-dire que la plupart des économistes ne croient pas du tout au modèle coopératif, n'en parlent jamais. C'est une erreur. N'en parle jamais, ne considère pas que la propriété du capital de l'entreprise est fondamentale sur la stratégie de l'entreprise. Moi, j'ai été vice-président du Crédit Coopératif pendant des années. Eh bien, dans le conseil d'administration, ce n'étaient pas des actionnaires qui pilotaient en fonction de leur cours de bourse. Or, cette bataille des idées-là, nous ne l'avons pas gagnée pour l'instant et nous restons sur un modèle d'entreprise qui est le modèle de l'entreprise contrôlée par l'actionnaire et dont les résultats vont à l'actionnaire. Et cette bataille culturelle, si je suis aujourd'hui aux Journées de l'économie autrement, c'est à cause de ça, et je pense que c'est une bataille collective. Il faut qu'en sortant de ces 2 jours, il y ait un mouvement collectif de gens qui disent « nous voulons vraiment changer l'économie et par exemple changer ce type de règles ». Oui. J'approuve ce message. Monsieur Mood, réactivez votre micro. Et je vous laisse répondre vite parce qu'il y a plein de questions vraiment passionnantes, dont une pour vous qui vous attend tout de suite après. D'accord, mais juste pour aller dans le sens de manière complémentaire aussi de ce qui a été dit, en fait, si vous voulez, je suis parfaitement d'accord avec l'idée de regarder ça au niveau territorial, tout simplement parce que la délocalisation est un phénomène local, et la mondialisation aussi, au fond, parce qu'en fait, elle affecte de manière très inégale les territoires. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un secteur? Un secteur, effectivement, c'est un ensemble d'entreprises, mais ils sont abrités par des territoires. Donc, et les territoires n'ont pas les mêmes spécialisations. Donc, les chocs que subissent les territoires sont très différents. Et s'il y a eu, sur les délocalisations, une vision très optimiste de l'hypermondialisation des économistes, c'est qu'ils ont été victimes de l'artefact national, enfin macro. L'artefact, c'était celui-ci, c'est que 5% des destructions d'emplois étaient dues à des délocalisations. C'est vrai au niveau macro. Mais moi, ce que j'ai observé en mesurant ça au niveau des bassins d'emploi, c'est que vous avez des bassins d'emploi qui sont, il y en a plus de 20% d'entre eux, sur les 322 zones d'emploi de l'INSEE, qui, quand ils sont frappés par les délocalisations, le sont à près de 80% de leurs emplois. Et il n'y a pas de phénomène de compensation de ces chocs locaux. C'est pour ça que les perdants de la mondialisation restent les perdants et les gagnants, les gagnants. Et les questions de mobilité du travail ont été vues comme des ajustements, alors qu'il faut une vraie politique d'investissement dans la mobilité du travail. Et puis, et c'est la raison pour laquelle je suis très critique à l'égard des aides directes aux groupes qui ont délocalisé pour qu'ils relocalisent, parce que c'est des effets d'aubaine et de primes, uniquement de chasseurs de primes, parce que précisément, il faut absolument s'intéresser aux bonnes relocalisations. Il y a des bonnes et des mauvaises relocalisations. Vous avez des relocalisations de retour qui sont éphémères, et qui sont liées à l'attraction des aides. Et puis, vous avez des relocalisations pérennes qui sont attirées par la qualité des territoires. Et la qualité des territoires, c'est quoi? C'est la formation, l'innovation, etc. Donc, en fait, un État stratège, c'est un État qui est capable de diriger, non pas comme on le faisait autrefois, évidemment, mais diriger sa politique en direction des collectivités locales pour partager des objectifs communs de long terme. Et donc, l'innovation est absolument clé, et l'innovation repose sur la compétence des gens, mais aussi sur la structure du capital. Ça, j'ai pas le temps d'intervenir parce que Vincent est en train de m'occuper, et ce sera peut-être une autre fois, mais j'ai aussi un point à faire sur la question de la structure du capital et des délocalisations dans l'industrie pharmaceutique en particulier. Alors, je vous coupe parce qu'il y a une question qui va complètement, qui est complémentaire avec votre intervention et en parlant des bonnes relocalisations. Quelle utilité sociale, c'est David qui nous demande, quelle utilité sociale des relocalisations si du fait de la robotisation, elles ne servent pas à créer des emplois en masse? Justement, alors précisément, vous avez des relocalisations, alors je vais utiliser un langage d'économiste, ricardiennes, c'est-à-dire qui sont simplement celles qui permettent d'inverser les différences de coûts de production unitaires entre le pays de délocalisation et la France. Donc, vous allez attirer des relocalisations par la robotisation. Ça ne va pas recréer des emplois. Moi, j'avais calculé que pour 10 emplois perdus par les délocs, on en recrée 1
du fait des opérateurs, etc. Mais ça, c'est des emplois directs. En revanche, les effets induits sur le territoire sont absolument importants. Donc, on ne mesure pas la réindustrialisation par les emplois directs reconstitués grâce aux relocalisations. On mesure la réindustrialisation par la qualité des relocalisations. Et la relocalisation, la bonne relocalisation, c'est des relocalisations non pas ricardiennes, mais des relocalisations schumpeteriennes. C'est quoi des relocalisations schumpeteriennes? C'est celles qui sont fondées sur l'innovation. Je vais vous prendre un exemple pour pas rester trop et rapidement, parce que je vois que vous me regardez avec un œil même à distance. Qu'est-ce que c'est que ces relocalisations schumpeteriennes? C'est des relocalisations qui sont fondées sur l'innovation et la croissance granulaire des territoires. Par exemple, dans les médicaments, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on va rapatrier les Doliprane en subventionnant les Sanofi, qui déjà reçoit énormément de subventions, tous azimuts, ou bien on dit, on aide à changer la technologie de fabrication de ces Doliprane, à passer à la technologie bio-animale, etc. Voilà. Et si on fait ça, alors on va redonner une dynamique aux avantages comparatifs locaux pour reconstituer et aider les territoires qui s'en sortent bien dans la mondialisation. Vous savez, il y a des territoires qui se tirent leur épingle. On avait fait cette étude-là, justement, pour le ministère de l'Industrie à l'époque. Il y a des territoires qui tirent bien leur épingle du jeu de la mondialisation. Ceux-là, il faut les aider à continuer. Et c'est pour ça que, franchement, il y a une voie à relocalisation de compétitivité ou relocalisation schumpeterienne qui, simplement, sont des non-délocalisations en réalité, de la non-délocalisation, c'est-à-dire de la dynamique d'innovation sur les territoires et granulaire, parce que c'est comme ça qu'on substitue la production locale à la production importée. Donc attention, simplement pour dire que l'écart d'appréciation entre le global, le macro et le local n'est qu'un artefact statistique. En réalité, évidemment, ça se passe au niveau local. Et le rôle de l'État stratège, c'est celui qui est capable de penser sa relation avec les collectivités locales. Et justement, vous parlez beaucoup de territoire, ça tombe bien, on a une question d'Axel qui est très likée, comme on dit. Comment peut-on favoriser une relocalisation intra-territoire, c'est-à-dire être garant d'une forme d'égalité territoriale au sein d'une même région, par exemple, entre territoire métropolitain et périphérique? Bon, moi, je déteste le terme périphérique, mais je le prends comme il est. Voilà, donc l'enjeu territorial, vous venez de l'évoquer, Monsieur Mouhoud, comment on fait pour ne pas avoir un territoire à deux vitesses? C'est à moi qui pose la question? C'est à qui veut. Parce que j'ai déjà beaucoup parlé, donc je laisse la place parler de ça. Mais je Mathilde, exprimez-vous. Voilà. Moi, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vous en prie. Monsieur Sibyl aussi, c'est très intéressant ce que vous dites. Je ne suis pas sûre de savoir répondre directement à cette question-là. Moi, il y a une question liée au territoire que je voulais aborder et j'ai vu qu'elle figurait aussi dans les questions, donc je me permets de rebondir dessus. C'était celle de la commande publique, puisque aujourd'hui, c'est devenu complètement banni de mettre des critères de localisation, de localité dans la commande publique. Quand on a rediscuté de la directive européenne sur la commande publique, ça a été d'ailleurs dit très clairement que ce n'était pas autorisé par les engagements auxquels on avait souscrit à l'OMC et dans les accords bilatéraux de commerce. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on a, pour le coup, été très naïf parce que finalement, l'Union européenne est un peu la seule à avoir ouvert ses marchés publics de façon aussi automatique à la concurrence étrangère. C'est pas du tout ce qui est pratiqué dans les autres pays. Et en fait, la commande publique est quand même un levier énorme pour essayer d'orienter les pratiques des entreprises. Alors, il faut pas essayer de favoriser seulement un critère de localité. Il faut aussi qu'il y ait des critères sociaux et environnementaux pour qu'on s'assure que les pratiques soient durables. Parce que voilà, tout ce qui est local n'est pas forcément bon pour l'emploi ou de qualité ou l'environnement. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait être assumé. Et aujourd'hui, c'est loin d'être le cas encore. Un exemple très, très frappant, c'est dans la restauration collective. On a beaucoup de mal à faire les marchés publics pour qu'on puisse privilégier des circuits courts et des agriculteurs locaux. Et le ministère de l'Agriculture avait fait un guide pour essayer d'aider les acheteurs à contourner les obligations public en disant bon, vous n'avez pas à mettre de critères de localité, mais vous pouvez essayer de mettre des critères de fraîcheur ou alors le fait de pouvoir aller visiter les fournisseurs, etc. Et donc ça, c'est vraiment, enfin, ça montre l'absurdité de cette règle et le fait qu'aujourd'hui, il faut, vu effectivement
le changement du débat public sur ce sujet-là et la maturité que ces questions-là ont atteint dans le débat public, je pense qu'il faut de toute urgence revoir ce type de règles. Merci Mathilde. Hugues? Oui, un mot, c'est pas notre sujet, mais c'est vrai que la question pose sur territoire à deux vitesses, c'est une question, je pense, extrêmement importante de la crise d'aujourd'hui. C'est l'accroissement des inégalités, à la fois sociales et territoriales, qui est tout à fait dramatique, qui fait suite au mouvement des Gilets jaunes, qui avait déjà dit un certain nombre de choses. Donc cette question, à mon avis, elle est fondamentale. Je voudrais dire deux choses. La première, je suis atterré, étant un peu vieux dans le système, par les relations entre l'État et les collectivités territoriales aujourd'hui. Je n'ai jamais vu, j'ai commencé à être dans la vie publique en 1978, je n'ai jamais vu des relations de défiance pareilles entre les politiques d'État et les collectivités territoriales. Or, moi, en tant que citoyen, j'appelle ça quand même des politiques d'intérêt général, soient-elles conduites par l'État ou par les collectivités territoriales. Donc, il me semble que les citoyens doivent se mobiliser pour demander à ce qu'il y ait des politiques contractuelles, qui soient des politiques contractuelles sur les sujets dont nous parlons, et merci professeur Mou, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur cette articulation entre les deux niveaux. Il ne faut surtout pas opposer. Moi, je n'ai pas envie d'être dans un village gaulois enfermé. Donc, cette articulation. Donc, réexiger des relations entre l'État et les collectivités publiques territoriales contractuelles sur des objectifs qui associent les citoyens me semble tout à fait essentiel. Et deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y a un enjeu, vous avez parlé, M. Montebourg, d'ingénieurs par rapport à l'État. En fait, un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, les hauts fonctionnaires et les dirigeants sont assez loin de la façon dont nous posons le problème ce matin. Et en particulier sur les territoires, il y a un problème d'ingénierie territoriale qu'on ne sait pas financer pour faire… Notre enjeu, c'est de faire de la transition aujourd'hui. Moi, je pense qu'on devrait mettre beaucoup d'argent pour financer l'ingénierie de la transition. C'est pas en claquant dans les doigts qu'on fait changer des systèmes d'alimentation, des systèmes d'énergie, etc. Il faut investir en ingénierie de cette transition et de cette transformation. Et ça, on est tout à fait insuffisant aujourd'hui, à mon avis, dans les milliards qui sont utilisés. Je crains qu'on utilise des milliards pour mettre des sparadraps de court terme, mais qu'on soit démunis pour faire cette ingénierie de la transition derrière, et qui est en partie une ingénierie territoriale. Je veux dire que c'est aussi de faire de l'investissement sur les territoires qui permettra de le faire. Allez, il nous reste 4 minutes, donc 1 minute chacun pour nous dire un mot de conclusion. Monsieur Mood, par exemple, on vous a coupé malheureusement sur la question du capital des entreprises et des liens que ça a avec la délocalisation, peut-être par exemple, voilà. Mais alors très court. Non, mais là, je vous renvoie à mon livre avec Dominique Puyon qui s'appelle « Le savoir et la finance, des liaisons dangereuses au cœur du capitalisme contemporain » d'il y a quelques années, parce que je n'aurais pas le temps d'aller plus loin. Non, ce que je voudrais juste finir sur un point, c'est qu'il me semble que quand on parle de bonne relocalisation, on parle de bonne non-délocalisation. C'est les non-délocalisations plus que les relocalisations. Et donc, je pense qu'on partage ça. C'est-à-dire qu'au fond, on définit la relocalisation au sens large comme un ralentissement net de la tendance mimétique des firmes à délocaliser pour bénéficier d'écarts de coûts, de marge, d'effets de marge, etc. Donc, il y a une bonne logique pour ça. Et en fait, l'articulation entre l'État central, stratège, si on reconstitue un plan, moi qui fus conseiller scientifique au commissariat du plan pendant une douzaine d'années, je pense que c'est vraiment une nécessité de penser ça de manière moderne, c'est-à-dire de prendre en compte le fait que les collectivités locales, ce qu'elles font entre elles le font de manière concurrentielle. Et c'est normal, parce que leur objectif, c'est l'attractivité des emplois, parce que ce que vous observez au niveau national, vous observez au niveau local, c'est le calendrier électoral et les stratégies des sénateurs locaux et des acteurs locaux. Leur objectif, c'est l'attractivité. Mais l'attractivité, elle peut être extrêmement mauvaise, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est l'État central qui peut définir des objectifs communs pour reconstituer des avantages comparatifs nationaux. Et pour ça, à mon avis, la première chose à faire, c'est que l'État central doit garantir pour tous les territoires, et ça revient sur les inégalités territoriales, les facteurs dénominateurs communs minimum absolument à développer, le numérique, les services publics, parce que dans l'étude que nous avons faite qui a été publiée dans l'Ecostat il n'y a pas longtemps, avec Hugues Genquin et Luis Miotti, nous avons montré que finalement vous avez des territoires extrêmement fragiles, et ces territoires fragiles le sont d'autant plus que les activités qui y sont localisées sont esselées.
C'est-à-dire que ces territoires ont perdu les services publics, la justice, la police, ont perdu tout du secteur, et reste l'entreprise. Et une entreprise ou un secteur industriel esselé sur un territoire, c'est la fragilité totale du territoire. Donc, en fait, pour moi, l'essentiel, c'est pour ça que je parle de charrue avant les bœufs dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, l'essentiel, c'est la garantie de l'État central de l'offre de services d'externalité collective minimale. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, des accords, des contrats emploi, des contrats région-État qui soient des vrais contrats d'objectifs sur 4 ans en fonction des objectifs communs et non pas en fonction de la concurrence entre les territoires. Et c'est la raison pour laquelle je réponds en même temps aux inégalités intraterritoriales, et ceux qui perdent le plus sont ceux qui sont à proximité des grandes agglomérations. Assez loin et à proximité. Bon, eh bien, vous avez, je crois, conclu de façon assez. Je vous laisse me dire en un signe si cette conclusion vous convient, Mathilde Lugarneau, mais je crois qu'on n'a pas plus de temps, mais j'ai l'impression je vais. Si la prochaine fois, quand vous traiterez avec 4 personnes, dont 3 extraordinaires, un sujet pareil, vous prenez 2 heures. Ça allait d'accord. Franchement. C'est de votre faute s'il n'y a pas le temps, donc vous allez nous donner encore la parole. Moi, je veux rebondir sur ce qu'a dit Hugues Sibyl. C'était très intéressant ce qu'il a dit. On ne va pas planifier à la gaulliste, hein, et ça, il a parfaitement raison, parce que la société, aujourd'hui, c'est là que sont les ressources de l'avenir. Le bouillonnement dans la société créative, il est en bas. Et les interdits, ils viennent d'en haut. Bon, donc ils viennent de l'Europe et de la bureaucratie arrogante qui dirige ce pays. Voilà, technocratie arrogante, parce que bureaucratie, c'est son symptôme. Alors, pour moi, la question, par exemple, de la relocalisation, c'est une mobilisation de la totalité de la société. C'est-à-dire, finalement, les directeurs des achats des grands groupes, ils vont se mettre à acheter français. Les PME qui se disent là, ça, je suis obligé de faire cette partie-là en Chine parce que j'ai pas d'autre solution, ils vont commencer à se mettre en réseau pour dire toi, tu pourrais pas faire ce que moi je peux pas faire et à travailler en groupe. Hein. L'État va casser le système de la commande publique qui est délirante. Il y a qu'en France que c'est comme ça. Hein. Tous les autres pays européens, ils invoquent pas le droit européen pour nous empêcher d'acheter local. Ils font tous de l'achat local. Simplement, on est désorganisé sur ce sujet-là. L'argent public doit être utilisé, comme le dit le professeur Mood. Voilà. Si tout le monde s'y met avec des collectivités locales qui, en effet, sont aujourd'hui exsangues, sous perfusion et qui finalement sont paralysées, quoi. Aujourd'hui, elles gèrent le quotidien, elles ne peuvent plus avoir de stratégie. Là aussi, leur redonner des outils et des moyens. Et puis, toute la société qui veut aujourd'hui s'engager autour du Made in France. Mais c'est surpuissant comme mouvement. Et donc, il faut lui donner des débouchés, lui donner le moyen de faire. Donc, les entrepreneurs qui créent, les associations qui inventent, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les COP qui se lancent, tout ça, là, il y a de l'argent à mettre. Donc, vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec notre pays. Voilà, c'était ma conclusion. Excusez-moi, hein, Monsieur Grimaud. Monsieur Montebourg, tout va bien. Les organisateurs viennent de me glisser à l'oreillette qu'ils nous accordaient un quart d'heure de plus. Je crois que les remarques des gens qui disent qu'on n'avait pas assez de temps et qui avaient bien raison ont emporté le morceau. Du coup, on a un petit peu de temps, Hugues et puis Mathilde. Oui, tout à fait dans le prolongement de ce que Arnaud Montebourg vient de dire et auquel j'adhère. En fait, moi, ce qui me frappe de là où je suis, c'est l'incroyable capacité d'innovation et d'initiative de nos sociétés et de la société française en particulier qui aime bien se flageller et s'auto-critiquer. Donc, c'est vraiment si on ne veut pas être dans des États dirigistes et avoir des systèmes dictatoriaux qui existent dans un certain nombre de pays et que commencent à appeler de leur vœu une partie de l'opinion, hein, de manière, pour moi, qui contredit toutes mes valeurs, il faut que ce soit un mouvement d'ensemble de la société et donc qui mobilise les citoyens dans ce qu'on vient de dire, mais il faut aussi, et c'est là où ça fait défaut et où des journées comme les journées de l'économie autrement ont leur rôle, que tout ça soit mis dans un récit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne voient pas. Moi, je pense que l'autre monde, il est déjà dans notre société, il existe. Je le vois tous les jours dans ce que font les gens sur le terrain. Mais ça n'apparaît pas comme un récit possible. Et ça n'apparaît pas comme un récit possible pour nos dirigeants. C'est-à-dire qu'en fait, on ne le voit pas, le monde d'après.
moi, je pense qu'il est là par bout, ici ou là, mais on ne le voit pas. Or, il y a 15 ans, moi, je me battais pour un monde d'après, mais c'était au fond un engagement idéologique, un engagement de conviction. Mais aujourd'hui, c'est une nécessité. Enfin, si on ne change pas les choses, on va dans le mur. Donc, il faut arriver à donner à voir. Et franchement, je vous appelle, cher Vincent, Alter Eco, les journées de l'économie autrement, à montrer aux consommateurs, aux citoyens, aux producteurs que cet autre monde, il est possible et qu'il fait un récit, et un récit joyeux, un récit mobilisateur, un récit d'un monde dans lequel on aura envie de vivre et pas simplement d'être sous la contrainte de est-ce que j'ai le droit d'aller à 1 km ou à 10 km, est-ce que j'ai le droit d'aller dans tel commerce, il y a avec des auto-attestations. Des auto-attestations, il y a une fatigue de tout ça. Donnons envie à notre société d'un autre récit, d'un monde dans lequel il fera bon vivre. Et il est possible. Voilà. La difficulté, c'est évidemment l'aspect international du sujet. C'est pour ça que moi, je reste fondamentalement pro-européen, parce que je pense qu'une bonne échelle de réponse du sujet, c'est l'Europe. On aura peut-être le temps de dire un mot sur l'Europe, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de questions dessus. Juste, je me permets de rebondir et de prendre un peu plus de place que le simple animateur, parce que effectivement, ce que tu dis, Hugues, me résonne beaucoup, parce que je viens d'écrire un livre sur l'avenir des campagnes. Et effectivement, il y a tout un tas d'initiatives de force, en fait, qui sont complètement sous-estimées. Il y a une sous-estimation des ressources locales qui est très impressionnante. Et c'est vrai que, espérons qu'enfin cette crise nous permette de rouvrir les yeux sur des choses qui ne sont même plus vues, des forces qui ne sont même plus vues, et qui pourtant sont particulièrement fortes, et notamment le rôle de l'industrie à la campagne qui est largement sous-estimé. Mathilde, est-ce que, alors on fait une fausse conclusion puisqu'on va avoir un tout petit peu de temps derrière pour parler de l'Europe, mais qu'est-ce que ces débats t'ont inspiré? Est-ce que ça t'amène à un mot un peu de global, de conclusion? Moi, je voulais rebondir. J'ai vu qu'il y avait une question sur le pouvoir du consommateur et le fait que les gens continuaient quand même à consommer sur Amazon malgré tous les débats et les campagnes qu'il peut y avoir en ce moment dans cette période un peu spéciale. Et je pense que là aussi, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'autant le consommateur, il a un pouvoir énorme parce qu'il peut envoyer des signaux très très forts aux entreprises et pointer les sujets qui deviennent des sujets de préoccupation. J'ai moi longtemps travaillé sur la question de la responsabilité fiscale des entreprises aussi et ça a été déterminant dans certaines campagnes pour essayer de faire évoluer les règles sur les questions fiscales quand Starbucks, par exemple, au Royaume-Uni, a commencé à être la cible de campagnes d'activistes qui les prenaient à partie. C'est à ce moment-là quand même qu'il y a eu un de la part des entreprises et que ça a ouvert des marges de manœuvre pour les pouvoirs publics pour faire commencer à évoluer les règles. Après, le consommateur, il ne peut pas tout faire avec sa carte de crédit et il ne faut pas non plus lui mettre un fardeau sur le dos trop fort. Déjà parce qu'il y a des choses, des informations auxquelles il n'a pas accès, on en a parlé, mais même si on améliore l'accès à l'information, c'est quand même très difficile de ne compter que sur la régulation par le consommateur de l'activité et des impacts mondiaux des activités des multinationales. Donc je pense que ça passe vraiment par une évolution des règles. Ceci dit, là aussi, les citoyens ont un rôle à jouer. Je parlais de la loi sur le devoir de vigilance tout à l'heure. Cette loi, c'est 10 ans de travail de la société civile avec une coalition à la fois d'ONG, de syndicats qui ont travaillé main dans la main sur ce sujet-là. Et les citoyens ont joué un rôle très actif parce que pendant longtemps, les parlementaires qui ont finalement été porteurs de cette proposition s'intéressaient assez peu à cette question-là, avaient l'impression que c'était un sujet qui intéressait assez peu leurs électeurs. Et donc, il a vraiment fallu aller les démarcher, aller les encourager à agir sur ce sujet-là. Donc, là, il y a des leviers d'action très, très forts et je pense que c'est aussi important de montrer comment ce genre d'idée peut cheminer. Parce qu'on a eu longtemps des grands débats sur cette loi sur le devoir de vigilance en disant on ne peut pas le faire seulement en France parce qu'on est dans un monde compétitif, etc. Et en fait, on voit que maintenant, c'est un sujet à l'agenda dans d'autres pays, c'est aussi un sujet à l'agenda de l'Union européenne et il y a des négociations en cours à l'ONU sur un traité contraignant sur entreprises et droits humains. Donc, souvent, il faut qu'un pays démarre, se lance et crée une règle pour que ça puisse devenir un sujet de discussion international. Et après, effectivement, moi, je voulais dire un mot de l'Union européenne parce que je pense que c'est quand même un échelon important, mais on peut refaire un tour.
Ouais, justement, je vais d'abord poser la question parce que c'est bien de partir des questions des gens. Et puis, c'est doublement intéressant parce que je pense qu'on a été beaucoup d'accord autour de cette table ronde et là, on va avoir l'occasion de finir sur des désaccords, donc c'est toujours sympa. Question de Rémi Guillou, peut-il y avoir une stratégie industrielle européenne alors que les intérêts des États sont manifestement divergents, en gros, Ouest versus Est? Si vous me permettez, il n'y a pas de politique industrielle en Europe pour une raison simple, c'est qu'elle est interdite par la politique de la concurrence. Donc, c'est aussi simple que ça. Elle a été construite sur une non-politique industrielle. Les réussites de politique industrielle ont été faites par des États en dehors des règles de l'Union européenne. D'ailleurs, si on voulait faire Airbus aujourd'hui, on n'y parviendrait pas. Voilà. La Commission européenne dirait que c'est un abus de position dominante européen. Donc voilà, il faut comprendre ce qu'est l'Union européenne, avec des défauts de construction qui fait que elle est un marché, et un marché où la concurrence s'exerce d'une façon exacerbée. Voilà. Alors, donc maintenant, tous ceux qui ont mis leur croyance dans la religion, comme moi j'ai voté Maastricht, puis j'ai commencé après j'ai voté Maastricht comme citoyen, et puis quand je suis arrivé au traité constitutionnel, j'ai voté non. Le traité de Nice, j'étais déjà pas très pour, enfin je l'ai voté parce que j'étais discipliné. Quand il y a eu l'élargissement, je me suis abstenu. J'étais parlementaire en 2004. Je pense que c'était pas une mauvaise idée d'avoir des objections à cet élargissement idiot, parce que maintenant on voit les conséquences, c'est que l'Europe est tellement grande qu'elle n'existe plus, elle s'est évidée de sa substance. Donc tous ceux qui mettent leur espoir dans l'Europe, moi je l'ai fait il y a 20 ans, sont déçus. Donc maintenant on ne peut plus attendre. On ne peut plus attendre que l'Europe protège, les Européens protègent l'industrie européenne du reste du monde, nous protège contre les empires. Nous sommes une colonie numérique des États-Unis d'Amérique. Que fait Madame Vestager à part des amendes? Il va bien falloir démanteler ces systèmes numériques et construire une souveraineté numérique. Et si on ne le fait pas, on le fera avec des États membres, on se mettra avec 3 États et puis on fera ce qu'il faut faire. Mais vous voyez bien que moi, comme ministre qui ai passé mon temps à camper à Bruxelles pour construire des majorités, où je n'ai jamais réussi à avoir de majorité, parce que l'Europe est complètement divisée et bloquée. Il y a des minorités de blocage, mais il n'y a pas de majorité. Des minorités de blocage qui s'empêchent de faire bouger. Faut comprendre ça. Donc, en fait, je pense qu'il faut maintenant qu'on fasse sans elle, en attendant qu'elle se réveille un jour. Ok, Monsieur Mood. Voilà. C'est juste mon constat, c'est que ça ne marche pas l'Europe. Et que là, il y a des urgences. Et donc, les urgences, les peuples, ils vont demander aux États-nations de le faire. Et on va le faire. Et on va le faire. Voilà. Donc, tout ce qui relève de la religion européenne, c'est bien, mais ce n'est pas opérationnel. Très bien, on a bien compris. Monsieur Mood. Mais moi, je ne vais pas prendre parti là-dessus parce qu'il est parfaitement vrai que les politiques industrielles européennes sont des politiques de droit de la concurrence. Et donc, il n'y a pas d'intégration. Les politiques intégrées au niveau européen, c'est la politique régionale, elle est insuffisante, et la politique monétaire. Voilà, c'est clair. C'est effectivement, tout le reste, c'est de la coordination ouverte, et ça reste comme ça. Moi, j'avais fait un rapport avec le FCE en 97 qui s'appelait la convergence perverse, parce qu'on avait mis effectivement tous les efforts sur la convergence nominale et sans s'intéresser à la convergence réelle et structurelle des États, et effectivement sur les salaires, sur les équipements, sur la productivité. Tout ça, ça a été laissé avec une espèce de croyance qui est que la convergence nominale allait entraîner la convergence structurelle. Mais ça a été une erreur historique. On nous avait empêché de diffuser ce rapport, et je trouve qu'aujourd'hui, les choses se voient. Mais est-ce qu'il y a une solution hors de l'Europe? Moi, je suis aussi un peu comme Sybille, Sybille, je suis assez d'accord avec le fait qu'il y a une solution européenne qui est encore loin, malheureusement. Mais cette solution européenne, lointaine, c'est le fait d'amener les États européens, dans le cadre des institutions de Bruxelles, à des coopérations qui soient de nature à relocaliser l'industrie, à redevenir souverain, surtout définir des véritables stratégies industrielles. Ça, je crois que c'est loin. Je crois qu'en même temps, il y a des choses près de nous.
Et les choses près de nous, à court terme, c'est la taxe carbone. Je pense qu'il faut pousser, parce que ça changera pas mal de choses, parce que l'industrie pharmaceutique, quand on regarde d'où ça vient, il y a beaucoup d'avantages en Europe. Les Pays-Bas, par exemple, l'Irlande. Donc, si vous voulez, vous avez tout un intérêt quand même à communaliser un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs dits stratégiques que moi, j'appellerais secteurs de bien commun. Il y a les fonds structurels, et il y a la question d'une politique régionale européenne qui peut prendre un palier supplémentaire bien plus important en déverrouillant ces aides qui ne sont pas, les fonds structurels ne peuvent pas financer du logement. Il y a toute une série de réformes à faire là-dessus. Moi, j'y crois. Et je crois qu'aussi, on peut construire des biens communs. Et l'industrie pharmaceutique, c'est un bien commun. Et donc, on peut le faire au niveau européen et ça peut être tout à fait important. Donc, moi, je pense, je répondrai, je suis assez d'accord sur le pessimisme d'Arnaud Montebourg, sur le fait qu'on est loin d'une solution, mais à court terme, il y a des choses qu'on peut appuyer et qui peuvent aller assez vite dans la bonne direction parce qu'il faut aussi se méfier du nationalisme pur, patriotique, qui pourrait nous conduire à des impasses. Donc, moi, je suis d'accord avec le fait qu'il y a une impasse. Merci. Pourrait être encore plus forte si on en restait uniquement au niveau des équilibres nationaux. Merci beaucoup. Hugues, Mathilde, à vous, mais très vite parce que je me fais tirer les oreilles maintenant. Juste pour dire que je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire, monsieur Bourg. Moi, je suis, cher Arnaud Montebourg, je suis un agnostique de la Commission européenne, mais je reste un croyant de l'Europe. Et j'ai envie de me battre pour l'Europe que je désire. Et dans lequel une des batailles à faire, c'est de sortir de l'espèce de religion concurrentielle qui a été celle de la Commission européenne depuis un certain nombre d'années et d'introduire d'autres éléments dans les politiques communautaires. C'est très difficile, donc vous avez raison d'être assez pessimiste, mais je pense que c'est quand même un but qui doit rester le nôtre aujourd'hui. Merci Hugues pour cette concision. Mathilde, très vite, parce que maintenant c'est le directeur général d'Alternative économique en personne qui veut me tirer les oreilles et qui fait remarquer qu'heureusement que j'ai un casque. Non, mais un mot, moi je travaille plutôt sur la politique commerciale européenne et je suis loin d'être naïve, je connais toutes les difficultés qu'il y a à avoir des positions européennes communes, ambitieuses sur les sujets qui nous ont intéressés ce matin. Je constate juste que c'est quand même utile d'être un marché de 450 millions de consommateurs pour pouvoir négocier avec d'autres régions du monde. Et je vois aussi qu'il y a quelques sources d'espoir dans la façon dont les discussions évoluent, notamment du fait de la crise actuelle, mais aussi là très récemment, enfin avec le Brexit, il y a des pays qui sont aussi un peu en train de changer d'attitude. Et par exemple, la France a développé des propositions conjointes avec les Pays-Bas sur la réforme de la politique commerciale qui vont pas encore assez loin par rapport à ce qu'on peut promouvoir nous, mais qui sont déjà qui ont le mérite d'exister. Et ça a surpris tout le monde que les Pays-Bas, par exemple, rejoignent la France dans cette discussion. Et en fait, de l'avis d'un certain nombre d'observateurs, le fait que les Pays-Bas ne puissent plus se cacher derrière le Royaume-Uni pour les laisser promouvoir les politiques les plus libérales possibles en matière commerciale, ça les a aussi obligés à bouger, sachant qu'ils sont traversés par les mêmes discussions que nous sur tout ce qu'on a évoqué ce matin au niveau de la société civile et du débat public. Donc je pense que évidemment, il ne faut pas se satisfaire de la façon dont ça fonctionne aujourd'hui, mais ça vaut le coup d'investir cet échelon-là parce qu'on en a besoin pour un certain nombre de grands défis auxquels on est confronté. Un très grand merci à tous les quatre, c'était vraiment passionnant. C'est dommage qu'on n'ait pas eu une demi-heure de plus, effectivement. Vous êtes encore 120 personnes à être là, donc on a perdu que 9 personnes en une heure et demie, donc c'est formidable. Je vous rappelle avant que vous partiez… 9 de trop. 9 de trop. Je vous rappelle avant que vous partiez qu'il y a, vous avez le temps de prendre un café et à 11h30, il y a 7 nouvelles conférences qui commencent. À 14h30, il y a 6 nouvelles conférences et il y a à 16h30 la conférence de clôture. Et franchement, il y a beaucoup de sujets passionnants, peut-être pas autant que ce matin, mais quand même. Non, les blagues à part, ne quittez pas les JEA. Les JEA ont encore beaucoup de choses à vous apporter cette année. Merci à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci.